moi je vais pousser maintenant la porte de l'unité sur mon intervention. Je vais vous parler de l'admission de Rémy. Je vais prendre appui sur le parcours de Rémy pour déployer les différentes dimensions et conditions d'un accueil favorable, lequel peut prédisposer à une possible rencontre. Au-delà de cette illustration, je mobiliserai dans cette présentation un certain nombre de savoirs d'action tirés de nos résultats de recherche en soins sur l'informel en travail infirmier en psychiatrie. Des savoirs informels, souvent périphériques à la situation d'entretien, mais qui participent, quand ils ne conditionnent pas, à l'accès aux modalités de soins. Si l'histoire de Rémy est une histoire singulière, unique, comme l'est tout récit, comme l'est toute situation de soins, on peut toutefois en dégager des invariants. Rémy. En cette fin d'après-midi, dans notre unité, nous sommes prévenus par le service d'urgence de l'arrivée imminente de Rémy, un jeune homme d'une bonne vingtaine d'années. Ses irruptions rapprochées dans les locaux de son association tutélaire, ses cris, ses récriminations, le verre de l'eau, les portes qu'il claque, les coups de pied qu'il met dans le mobilier traduisent à l'évidence une maîtrise plus que partielle. Ces troubles du comportement ont suffisamment inquiété ses interlocuteurs. Rémy a été amené aux urgences par les pompiers, là aussi des cris, des revendications systématisées sur un sentiment d'être spolié, une expression bruyante, mais aussi une démonstration sans attaque physique. Rémy était connu depuis peu de notre CMD, mais cette hospitalisation à la demande d'un tiers constitue une primo-hospitalisation. L'annonce de l'admission, imminente, invite l'équipe présente à se préparer à l'accueil. Celle-ci passe par une prise en compte de sa présence, avant même l'arrivée du patient dans l'unité. Les éléments d'organisation de l'accueil concernent la répartition des actions, la préparation de la chambre, la disponibilité d'un ou deux soignants sur ce temps, l'information du collectif soigné d'une moindre disponibilité, mais aussi la réunion d'éléments d'information quand ils existent, particulièrement ceux liés à l'antériorité d'expérience de l'équipe, quand ils peuvent nous apporter des clés relationnelles. Pour Rémy, trop récent dans notre dispositif, nous allons devoir faire avec nos ressources, c'est-à-dire notre capacité à nous rendre disponibles, à se préparer psychologiquement à cet accueil. Retrouver une disponibilité suffisante, c'est se rendre disponible physiquement et psychiquement, un peu comme le déroulement d'une checklist. La disponibilité physique s'organise dans une logique de coopération des tâches avec les collègues. La disponibilité psychique, quant à elle, suppose des opérations de reprogrammation de sa charge mentale afin d'être présent dans un ici et maintenant. Il s'agit alors de travailler à se mettre en disposition d'accueil. Nous avons à ce propos l'expérience, très souvent vérifiée, d'entendre à distance de cette scène inaugurale, parfois des années après, des patients que l'on aurait pu croire peu réceptifs nous décrire leur entrée avec les mots, les attitudes de chacun des personnes présentes. Un temps potentiellement productif de mise en lien, un temps qui s'origine dans le moment présent, mais un temps qui s'invite toujours à s'ouvrir sur un devenir, un avenir. Si accueillir, c'est faire en soi une place à l'autre, cela s'articule dans une logique d'emboîtement qui dépasse le moment présent, qui ouvre un devenir. Il constitue alors le premier temps d'une continuité. L'accueil est une manière de faire signe d'hospitalité et de réceptivité aux symptômes, à l'étrangeté, aux émotions, à l'expression de la personne là où elle en est. Le côté informel de cette fonction d'accueil se trouve dans la capacité à exister comme une disposition renouvelée, transversale. Il existe une notion d'objet malléable, de fonction et de redondance, avec ses qualités d'accueil, c'est-à-dire une notion d'épouser la forme, mais à condition de revenir à son état initial une fois la séquence terminée. Le service des urgences nous a fait part d'une présentation instable, de propos difficiles à suivre, centrés sur des thématiques de préjudice et d'administration péreuse d'un anxiolytique. Si nous intégrons ces éléments d'information, notre pratique nous invite aussi à mettre les deux premiers partiellement de côté. En effet, le contexte initial et le contexte des urgences n'est pas forcément le même que celui de l'admission.
Nous ne sommes pas sur la même scène. Et il est important de repérer et limiter les mécanismes d'induction potentielle et parfois de contagion quand une notion d'agressivité et de violence est retenue. Toutefois, être prévenu nous oblige nécessairement à un travail de prévention primaire lié à un éventuel débordement pulsionnel de Rémi. L'admission. Un coup de sonnette, particulièrement appuyé, de la passerelle fait retentir son bruit strident. Le temps de nous déplacer jusqu'à la porte d'entrée, avec mon collègue Gérard, que celle-ci retentit à nouveau. Nous percevrons un moment d'impatience de la part des ambulanciers. Ceux-ci, à côté de leur brancard, ceux-ci sont à côté du brancard vide. Rémi a préféré se présenter en position verticale. Il va et vient sur la passerelle. Pas besoin ainsi de procéder à un transfert au lit, et les ambulanciers nous confient rapidement le patient. Nous saluons le patient et nous nous présentons à lui, mettant en avant nos prénoms, nos fonctions. Devant son regard scrutateur, nous devançons sa réponse qui allait ici se faire attendre. Vous êtes monsieur Intel. Nous avons été prévenus de votre arrivée et nous vous attendions. Nous restons à une légère distance de Rémi pour ce premier contact, et il est trop tôt à ce stade pour envisager une poignée de main. Nous invitons le patient à nous suivre et nous mettons en mots les opérations immédiates. Eh bien, nous allons vous conduire à votre chambre et nous en profiterons pour vous présenter les locaux. Comme cela, vous pourrez circuler et être plus rapidement repéré dans l'unité. Ici, on voit poindre le double sens de repérage, à la fois de se repérer soi-même dans de nouveaux espaces et le fait d'être repéré, connu, sans être encore dans l'admission. Celle-ci commence. Le premier contact montre une défiance, une attention soutenue aux interactions, un regard insistant. Rémi découvre son environnement et ses acteurs, un monde qu'il ne connaît pas encore. Le contact verbal est minimaliste et nous percevons que nos gestes et nos attitudes sont jaugés en regard d'une menace potentielle que nous pourrions représenter. Une suspicion diffuse couvre. Cette première rencontre et ce premier contact forment peut-être une peau commune à partir de la sensorialité. Elle pourrait contribuer à expliquer alors l'hypermnésie souvent constatée qui peut entourer ces moments. Rémi tient des propos persécutoires. Je n'ai rien à faire ici. Mais de notre côté, nous restons dans une attitude de sollicitude, tranquille. Nous laissons Rémi prendre possession de sa chambre et nous lui indiquons le déroulé des séquences immédiates. J'aime bien travailler avec Gérard. Je sais qu'une de ses manières de faire consiste, chaque fois que cela est possible, de proposer aux patients à manger et à boire. Une attention sur les besoins et le corps, qui parle ainsi la fonction du dispositif d'hospitalisation. D'autant que le repas a déjà été servi. Lors de sa prise de service, Gérard veille toujours à ce que le réfrigérateur de l'office remplisse sa fonction de conservation de quelques denrées, frayant parfois avec les limites des normes HACCP, ou plutôt en intégrant les aspects symboliques de la nourriture. Même sans demande du patient, il est rare que cette prise en compte reste sans effet. Elle témoigne aussi d'une forme d'hospitalité. Sans mot dire, Rémi accepte de s'installer à son généreux plateau. Nous lui donnons rendez-vous dans 10 minutes pour la suite de son installation. Et 10 minutes, c'est 10 minutes. Je retrouve Rémi pour une présentation d'une unité. Il se ressaisit et me redit n'avoir rien à faire ici puisqu'il n'est pas malade. Sa colère s'exprime. J'avais de l'argent, mais ils ont refusé de me le donner. Ils ne veulent pas que je m'en sorte. C'est l'occasion d'ouvrir une perspective de solution sans rentrer directement dans le problème ou le symptôme. Oui, vous n'êtes pas le seul à avoir des soucis. Nous pourrions voir cela très vite demain avec Catherine, notre assistante sociale. Le tour de l'unité est l'occasion de présenter les collègues présents et leurs fonctions. Le bureau infirmier ouvert. Et il pourra s'assurer de notre présence. Rémi ne répond pas au bonjour. Il observe. Nous croisons Patrick. Il a casque audio vissé sur les oreilles et volume sonore encore conséquent. Nous nous décalons pour laisser passer David, qui suit une ligne de marquage au sol, connue de lui seul. Ces croisements sont l'occasion de dire quelques mots,
des façons d'être des uns et des autres avec leurs particularités. Arrivé au salon, je demande à Rémi s'il est d'accord pour que je le présente par son prénom aux quelques patients installés. Je prends son bougonnement pour un acquiescement minimal. Certains patients le savent. Le temps de l'inventaire est l'occasion d'approcher son univers, ses objets. Le caractère itératif de l'hospitalisation a réduit la présence des faits personnels. J'apporte, sous le regard autorisé de Rémi, un soin particulier à leur recensement, un peu comme une métaphore d'un prendre soin de sa personne. Le pyjama est proposé comme vêtement de nuit et non comme vêtement d'hôpital. Ces petits actes sont l'occasion d'établir un modèle de convivialité minimale et modélisent la relation à venir. Ils sont riches d'observations et nous permettent, faute de recueillir d'amples données anamnéstiques, de conditionner nos premiers contacts. C'est aussi l'occasion de donner les premières informations à Rémi sur son hospitalisation sous contrainte, de s'enquérir s'il souhaite que nous prévenions quelqu'un de proche, et de lui donner l'heure où il va rencontrer un médecin. Ce dernier terme provoque un sursaut. Je n'ai pas besoin de voir un médecin, je ne suis pas malade. Nous sommes au seuil d'une situation d'entretien. Je laisse Rémi à son installation, non sans que Gérard lui propose un fruit supplémentaire. Nous le voyons sortir à plusieurs reprises de la chambre, déambuler dans les couloirs, puis stationner à proximité du bureau, et par la porte ouverte, nous entendons ces récriminations, où il est question de maison de fou, de pouvoir public, mais dans une adresse indirecte et déjà distanciée. Lors de l'arrivée du médecin, nous lui faisons part de notre démarche d'accueil avec Rémi. En regard des éléments déjà en notre possession, suite au passage aux urgences, notre idée de limiter les effets d'une frontalité trop investigatrice. Il s'agit de maintenir cette approche oblique, préparer la nuit qui est maintenant tombée, mais aussi permettre à Rémi de composer de faire avec l'emprise que peut représenter de manière ignorante toute hospitalisation non consentie. En regard d'une activité infirmière informelle, quel savoir pouvons-nous repérer à partir de cette séquence d'accueil de Rémi? Au-delà de la fonction d'accueil, celle qui la conditionne, la disponibilité, ce sont près d'une dizaine de fonctions que nous pouvons recenser et qui ont été mobilisées sur ce temps. Nous allons ici nous appuyer sur les résultats de notre recherche en soins, ce qui s'est intéressé à la place de l'informel dans le travail infirmier en psychiatrie, parmi les 139 fonctions caractérisées et leurs savoirs utilisés. La première fonction, c'est la fonction parole en acte. Cette fonction peut se décliner sous deux registres avec Rémi. En premier lieu, nous entendons, par cette fonction, un principe d'action qui consiste dans une situation donnée à souligner l'importance de la parole dans ses caractéristiques de fiabilité et de viabilité. Il s'agit de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Et ici, 10 minutes, c'est 10 minutes. En deuxième lieu, la parole est utilisée et convoquée de façon à mettre en mots au quotidien les codes sociaux, les intentions. Ces zones sortent alors de leur multitude. Il s'agit de faire parler le quotidien. Lors de cette admission, lorsque nous accompagnons Rémi, le quotidien, la gestion et l'appui sur des éléments du réel peuvent ainsi constituer des temps privilégiés pour passer d'une situation brute à une situation parlante. Mais elles sont ici démutisées. Elles rejoignent en ce sens l'action parlante ou la geste thérapeutique élaborée par Rakami pour décrire cet acte parlé qui relie des éléments de la réalité externe concrets à des éléments de la réalité interne. Rakami en parle en ces termes. Il peut en aller de la quotidienneté des soins pour peu que ceux-ci rendent les actions parlantes, c'est-à-dire qu'ils donnent une valeur plus que symbolique à certaines actions qui les rendent symbolisantes pour elles-mêmes. La fonction construction du lien. Nous définissons cette fonction par toutes les actions intentionnelles de l'infirmier destinées à amorcer, appuyer, initier, inaugurer ou maintenir une ouverture à la relation. En amont du contact physique ou parlé, comme avec Rémi sur la passerelle de l'unité, intervient le temps de regard qui caractérise la première interaction. Notons qu'à cet endroit, la codification sociale du regard est puissante. Croiser un regard, c'est voir. Appuyer modérément ce dernier, c'est regarder. Soutenir ce regard peut devenir ensuite scruter. Le temps d'après se nomme dévisager.
et les étapes peuvent vite s'entrechoquer. Dans tous les cas, soutenir un tant soit peu son regard peut aussi marquer l'intérêt, le désir, l'ouverture, et ici une forme d'ouverture transférentielle. La fonction apaisante, elle vise à prévenir, accueillir et recouvrir l'expression des tensions internes et de leurs manifestations, vécues d'insécurité, anxieuse. Avec Rémi, nous sommes restés dans une sollicitude tranquille. Elle permet de concourir au maintien ou au retour à un niveau de quiétude plus satisfaisant. Cette fonction est largement transversale. Elle n'est pas centrée sur là où les causes des anxiétés émergentes et leur examen. Son déploiement ne concerne que les effets de ces manifestations anxieuses. La fonction structuration, les repères. En accompagnant Rémi dans les principaux lieux de l'unité, nous lui avons permis d'avoir quelques éléments repères dans son nouvel environnement. Ceux-ci touchent essentiellement à la cardinalité, les lieux et à la calendarité, les repères de temps. Nous entendons par fonction structuration l'ensemble des actions qui visent à fixer des éléments de stabilité et de pérennité dans l'environnement immédiat du patient, afin de contribuer à le rendre plus familier ce dernier. Le terme familier n'est pas à entendre ici dans le sens d'une recherche d'une hyperadaptation du patient à son environnement, option qui se révélerait potentiellement normative et infantilisante. Le terme familier renvoie à une notion de prévisibilité et donc de favoriser la perception d'un sentiment de sécurité. La fonction réglage. Nous définissons le réglage comme une action qui vise à mettre en mots et expliciter les codes culturels ainsi que les contraintes tacites demeurées généralement muets dans les rapports sociaux habituels et le vivre avec de nos unités de soins. Avec Rémi, lors du croisement d'autres patients dans les couloirs, c'est un registre particulier qui a été utilisé, où cette fonction réglage prend une importance spécifique dans la vie des unités de soins en psychiatrie. Ce registre concerne la prise en compte de la sémiologie de l'autre, quand la disparité des pathologies, le brassage des populations, dans un hétéroclisme parfois baroque, peuvent prêter à discussion et se traduire par des incompréhensions et des rejets. Il s'agit aussi à terme de maintenir des tolérances parfois remarquables, de soutenir les effets d'entraide et de coétillage entre patients dont nous savons l'importance et le rôle de pondération. La fonction explicitation, celle-ci vise à reformuler une information, une décision, une action en utilisant différents registres de communication, une adaptation du langage, des ajustements linguistiques, et cela de façon à rendre accessible les contenus du message et en optimiser la valeur informative vis-à-vis des possibilités de compréhension. La fonction contenante. Si Rémi se contient difficilement au moment de son hospitalisation, celle-ci est constitutive d'un défaut de contenance. Nous nommons par fonction contenante ce processus qui accueille les contenus psychiques. L'aspect stable et immobile ou d'IKS qui s'offre en réceptacle passif au dépôt des sensations, des images, ainsi neutralisées et conservées. La fonction hypostimulante. Dans la situation de Rémi, le médecin de garde est intervenu un peu à distance de la situation d'accueil. Nous avons mis à profit ce temps pour border les conditions d'hospitalisation de Rémi et déployer différentes formes que peut prendre un holding hospitalier sans stimulation trop directe et en essayant de nous adapter à son temps. Nous avons informé le médecin de notre approche oblique et afin que la situation d'entretien d'accueil médical ne soit pas trop stimulante ou frontale. L'observation clinique. L'observation clinique recoupe l'ensemble des observations, des informations qui émanent du contact direct avec le patient. Enfin, du côté de l'équipe, la fonction qui a été retenue, c'est la fonction de coopération des tâches, la fonction d'organisation, actualiser, articuler les actions en cours, de répartition, c'est-à-dire la part peu compressible et programmée du travail qui échoue aux soignants. Pour l'accueil de Rémi, ces actions mobilisent une bonne partie du groupe, des opérations de distribution et d'attribution sont donc nécessaires. Cette fonction s'est faite en fonction de 2 critères. Un facteur en lien avec les préférences et les ressources des collègues, la prise en compte des affinités en adéquation et des envies personnelles, la connaissance des centres d'intérêt mutuels. Et le deuxième facteur en lien avec l'état émotionnel momentané du ou des collègues. Il s'agit de la
il a la fonction inversée du facteur précédent. En conclusion, différentes actions informelles ont été déployées autour de l'accueil de Rémi en hospitalisation. Prises indépendamment les unes des autres, leurs effets sont moins perceptibles et directs. C'est bien leur maintien ensemble et leur connectivité qui imprime une cohérence à l'ensemble de cette séquence d'admission. Parmi ces lignes de pensée, on peut retenir: accueillir, c'est aussi s'adapter à la situation du patient, s'en approcher progressivement là où il en est, là où il est. Il s'agit de mettre en avant la fonction de portage que peut représenter l'hospitalisation et non des soins institutionnels. C'est l'objectif de créer du familier. Pour Rémi, nos actions peuvent générer une forme de conflit socio-cognitif entre ses craintes, sans doute ses représentations et la réalité de nos actions. La création de cet espace limite les points d'appui persécutoires. Un certain nombre de fonctions relèvent de la cognition sociale. Il faut donc pouvoir se poser pour ensuite pouvoir déposer. Accueillir devient accueillir la personne avant d'accueillir le problème ou la maladie. À ce moment, et dans ces moments inauguraux, nos actes peuvent devenir plus importants que nos mots, les détails plus importants que la globalité. Accueillir le patient est le premier temps de toute pratique soignante en psychiatrie. Il y a toujours deux temps dans notre démarche. Le premier temps d'accueil est de rendre possible des rencontres, c'est le temps de la démarche clinique. Le deuxième temps sera celui du projet ou de la démarche de soins. Merci.